Alors, on attend juste que tout le monde se connecte et on pourra démarrer. Allez, on va démarrer tout de suite sans plus attendre pour pas prendre de retard. Je vais faire ma rapide introduction de propos avant de passer la parole à notre invité. Donc, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire des matinales de la chaire MAI. MAI signifiant Mutation, Anticipation et Innovation de l'IAE de Paris. Alors aujourd'hui, nous abordons un sujet assez important et qui nous anime tous puisque c'est celui de la rémunération. Pour cette session, nous avons la chance d'accueillir un invité de marque en la personne de Philippe Denimal, qui est sociologue du travail et consultant, et qui est aussi et surtout, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, l'auteur d'un ouvrage que nous allons vous présenter et qui s'intitule Valoriser les emplois, reconnaître le travail, équité et dialogue social, qui est paru assez récemment aux éditions HD. Alors, Philippe Denimal nous présentera les grandes lignes de son livre. Donc, évidemment, un très grand merci à lui d'avoir accepté notre invitation. Mais comme à notre habitude, ce webinaire se déroulera à plusieurs voix. Donc, nous aurons également le plaisir d'accueillir Patrick Gilbert, qui est un habitué de nos séances, professeur émérite à l'IAE de Paris, et qui reviendra donc dans un second temps, après la présentation de Philippe Denimal, pardon, sur les principaux apports de son ouvrage. Et enfin, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Isabelle Chanfraud, qui est directrice des ressources humaines et de l'environnement de travail à la Société du Canal de Provence et qui nous présentera un cas concret d'application des principes abordés dans l'ouvrage de Philippe Denimal, en revenant notamment sur sa dernière négociation rémunération. Donc un très grand merci à nos invités pour leur présence aujourd'hui. Peut-être que quelques petits points de détail avant de démarrer. Vous aurez bien sûr l'occasion de poser toutes vos questions. Donc, on aura un premier temps d'échange qui aura lieu après les interventions de Philippe Denimal et de Patrick Gilbert. Et puis un second temps d'échange également après la présentation d'Isabelle Chanfraud. Alors, ça ne vous empêche pas, bien évidemment, de poser aussi toutes vos questions à tout moment via le chat. Nous nous chargerons de les relayer à nos interventions, à nos intervenants. Et puis enfin, quelques petits éléments avant de commencer. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Les slides qui vous sont diffusés vous seront accessibles via notre site à l'issue de ce webinaire. Et enfin, cette session est enregistrée. Donc voilà, sachez-le et surtout n'hésitez pas à réécouter ou partager l'enregistrement à l'issue de cette présentation, à l'issue de ce webinaire. Voilà pour cette courte introduction. Maintenant, sans plus attendre, eh bien, je vous propose de donner la parole à notre invité, Philippe Denimal. Merci beaucoup. C'est agréable de participer à ce webinaire. Merci de l'invitation. Merci de pouvoir voilà, de me permettre de parler de ce livre paru en novembre, en effet, 2024. Alors, je vais me présenter dans un instant. Juste un mot sur le livre qui est finalement comment dire, une somme, comme disait Gérard Donadieu autrefois, une accumulation des connaissances diverses et variées que j'ai pu faire depuis 35 ans. 35 ans, incroyable. Ce qui fait que voilà, ça enrichit les livres précédents et ça donne évidemment un éclairage actuel sur ces questions de valorisation d'emploi et de reconnaissance du travail. C'est une compilation en fait, hein. Mes ouvrages, ils sont voilà, une suite d'apports et des enrichissements successifs. Pour ce qui me concerne, je suis sociologue du travail d'origine. Je suis passé par le master, enfin que ça ne s'appelait pas un master à l'époque, le DESS de Renaud Saint-Saulieu à la fin des années 80, qui a évidemment marqué le début de ma carrière. Et mon mémoire auprès de Renaud Saint-Saulieu portait déjà sur les questions de classification. Une classification dont il fallait s'interroger sur est-ce que dans un département de ce qui s'appelait à l'époque le groupe Danone,
Est-ce qu'il fallait traiter la question des classifications dans ce département ou bien attendre que la branche professionnelle de rattachement agisse dans ce domaine? Voilà, donc 35 ans de labeur sur ces questions de reconnaissance qui me conduisent c'est pas du tout un thème sclérosant, c'est au contraire, me semble-t-il, mais évidemment, heureusement que je suis convaincu de ça, extrêmement ouvert sur toutes les pratiques de GRH et bien au-delà, en fait, presque sur des questions, je ne veux pas me valoriser au-delà du raisonnable, mais presque sur des questions philosophiques, au sens de finalement comment on reconnaît le travail, comment on le paye, qu'est-ce qui compte et qu'est-ce qui compte en fonction des époques, puisque les choses sont très différentes d'une époque à une autre. Voilà. Et alors, oui, Emmanuel, pardon, évoquait rémunération tout à l'heure. En fait, j'ai fait disparaître le mot rémunération du titre qui existait dans les précédents ouvrages, parce que je suis davantage sur une réflexion qui porte sur l'amont, finalement. C'est comment est-ce qu'on construit de manière paritaire, si possible, les outils et les dispositifs qui vont permettre de donner lieu à de la rémunération et à du salaire au final pour l'ensemble des salariés concernés. C'est comment on va construire les grilles de classification de conventions collectives. C'est comment on va construire les dispositifs, les supports, les outils d'appréciation du personnel dans les entreprises. Et voilà, donc bien sûr que la finalité, c'est la rémunération, mais voilà, j'ai préféré mettre l'accent sur valoriser ou évaluer les emplois, reconnaître le travail, et le tout avec ce sous-titre équité et dialogue social qui en dit, qui dit beaucoup de choses. L'équité, c'est finalement l'acceptable social, hein, qui correspond à ce que souhaite finalement le collectif, le groupe social, le corps social. Et puis dialogue social, parce que si on ne fait pas les choses de manière concertée ou négociée, on rate des marches et on n'est pas dans la situation optimale. Alors, je ne vais pas vous saouler avec des diapos, mais simplement quelques points qui vont me permettre de voilà, de pas oublier de choses importantes. Quand on parle et je redis quand même principe de la rémunération. Quand on parle de rémunération, l'objectif, c'est d'être le plus lisible possible, le plus simple possible, mais on sait bien qu'on est sur des sujets qui sont nécessairement complexes. On évalue du travail humain, on évalue des emplois qui sont constitués d'activités. Euh, tout ça ne peut pas se faire en claquant des doigts, tout ça ne peut pas se faire de manière intuitive. On a besoin d'outils, on a besoin d'éléments, de dispositifs qui vont permettre de rendre un peu objectif ou d'expliquer des écarts ou d'expliquer une situation ou une hiérarchie d'emploi, etc. Donc, on vise la simplicité et en même temps, on est forcément dans un peu de complexité. Euh, Négociation, concertation, j'en ai déjà parlé. Double expertise technique et sociale, c'est ce qui fait un peu peut-être ma force, enfin en tout cas dans les interventions que je mène, c'est la connaissance et la compréhension de ces dispositifs voilà, qui sont complexes, qui sont techniques, comment dire ça autrement, qui nécessitent qui doivent impérativement éviter de jouer à l'apprenti sorcier. Voilà. Qui doivent être élaborés avec rigueur, avec une compréhension de l'ensemble d'une situation sociale, etc. Et on arrive justement sur l'expertise sociale. Moi, je me plais évidemment beaucoup à aider les négociateurs à se mettre d'accord. L'objectif étant de parvenir à des accords justement en bout d'intervention. Voilà, c'est cette capacité, peut-être en tout cas cette euh, nécessité à ce que on entende chaque partie dans les séances de travail, on voit où sont les voies de compromis, les formulations possibles, les lignes rouges à pas dépasser pour les uns, pour les autres, et ça c'est évidemment particulièrement passionnant.
Bon, quelques mots, mais je pense que vous avez tout ça en tête. La classification, c'est l'évaluation de l'emploi strictement. Contenu de travail, qualification requise, connaissances, savoir-faire. C'est dans le descriptif d'emploi qu'on va trouver les éléments qui vont permettre de produire cette évaluation qui conduit au salaire de base, le minimum mentionné dans la convention collective, éventuellement dans les entreprises, mais avec des garanties au moins équivalentes selon la formule désormais appliquée depuis 2017. On est sur les éléments, sur un élément, enfin sur des éléments, la classification et les salaires qui relèvent du bloc 1, hein, les matières à caractère impératif, disposition d'ordre social, sauf erreur, article 22-51, non 53-1 du Code du travail. Oui, ben voilà, en plus c'est écrit. Pas besoin de m'en souvenir. Tandis que sur la partie appréciation individuelle, on est évidemment dans les pratiques d'entreprise et sur l'évaluation du travail de la personne. Je ne l'ai pas mentionné dans mon titre de cette diapo, mais il ne s'agit pas de l'évaluation de la personne véritablement. Il s'agit de l'évaluation du travail personnel, du travail individuel, la manière de travailler, les performances, l'atteinte d'objectifs, le mérite, les comportements, on appelle ça comme on veut, éventuellement le travail mieux que bien fait, reprendre une expression d'un ancien collègue, et qui est parlante. Et dans ce cas, c'est plus le descriptif d'emploi qui est utile, c'est voilà, les entretiens annuels le plus souvent. Avec à la clé des augmentations individuelles, des primes ou des bonus, bref, qu'importe, en tout cas, du surplus salarial par rapport au minimum fixé dans la convention collective et la classification. La classification, au passage, explique en moyenne dans l'ensemble des branches professionnelles 75% des salaires réels. Ça, c'est très intéressant. Ça montre qu'on est là sur alors, une colonne vertébrale, un dispositif essentiel, etc. On utilise tous les mots qu'on veut, mais l'idée, c'est que oui, effectivement, c'est les classifications au sens français du terme. Certains pays n'ont pas de classification, hein, y compris en Europe, évidemment. On est sur une histoire sociale, on est sur des choix qui ont été faits, et c'est cette classification qui fonde, voilà, qui fonde la rémunération. Ce ne sont que des salaires mini, mais évidemment qui peuvent être enrichis par toutes sortes d'éléments au-delà. Et ça me conduit à voilà, ce schéma un peu en forme d'alchimie, avec justement une grosse part liée à la classification, c'est-à-dire à l'évaluation du contenu du travail. L'appréciation individuelle, c'est la manière de travailler. L'ancienneté, c'est l'évaluation du temps qui passe. Et puis d'autres éléments périphériques ou différés qui s'y ajoutent. On a toujours besoin voilà, de stabiliser cet équilibre, cette alchimie. Je dis souvent que c'est un équilibre, hein, entre tous ces éléments. Si, comme l'évoquent certains cabinets anglo-saxons ou internationaux, on minore l'effet de la classification au prétexte d'ailleurs fallacieux que c'est un vieux truc, ça date du Front populaire, voire d'avant, et qu'on peut s'en passer. Si on minore l'impact de la classification, alors aussitôt va se reporter l'importance sur d'autres éléments, et en particulier, le plus souvent, sur l'appréciation individuelle. L'appréciation individuelle, ce n'est pas le diable, c'est pas un mauvais dispositif dès lors qu'on le fait intelligemment, on le bâtit, on l'élabore de manière intelligente. Simplement, on n'est plus dans le même équilibre. Si on donne plus d'importance à l'appréciation individuelle, voilà, on a des risques de potentiel, en tout cas, de plus grande subjectivité. Voilà. Si on mise tout sur l'ancienneté, on a d'autres effets pervers. L'idée, c'est bien d'avoir quelque chose d'équilibré qui se comprend par les différents acteurs, qui veulent dire quelque chose, qui sont voilà, compréhensibles par tous et acceptables par le plus grand nombre, hein, euh, selon ma petite formule préférée. Alors, sur l'aspect classification, bon, ça c'est, je vous laisse 15 secondes pour vous amuser si besoin. Mais voilà, c'est souvent perçu comme quelque chose d'opaque ou de complexe dans lequel on doit se plonger. En fait, en 3 diapos, à quoi sert la classification? À plein de choses. Si on retient les termes en gras pour faire vite, avec les descriptifs d'emploi précis, on améliore la connaissance des emplois.
On a bien sûr une hiérarchie professionnelle qui se crée. On a des salaires minima qui suivent le processus de classification immédiatement. On a évidemment la question de la reconnaissance qui est au cœur. On facilite les déroulements de carrière parce qu'on sait à la fois quels sont les contenus d'emploi et quelles sont les manières de progresser dans une grille de classification. On touche à l'organisation du travail dans la mesure où, évidemment, au moment de la description d'emploi, on se repose des questions sur l'organisation, sur la manière de fonctionner. Est-ce qu'on a voilà, choisi la bonne répartition des tâches et est-ce que ça mérite d'être modifié? On facilite le recrutement, on facilite la régulation du marché du travail, même si, évidemment, le marché du travail a sa logique propre et qu'elle peut passer comme un tsunami sur tous les dispositifs de rémunération. Voilà, quand il y a un marché du travail tendu, bon, voilà, il y a des effets évidemment qui l'emportent sur le reste. Les actions de formation sont facilitées, on comprend mieux comment évoluer d'un emploi vers un autre, y compris évidemment et surtout pour les salariés. La question de l'employabilité n'est pas loin. On a une meilleure connaissance de son propre emploi. On est capable de mieux, sans doute, se vendre ailleurs ou vendre ses compétences, les valoriser, pour dire les choses de manière plus correcte. Et puis, bien sûr, impact sur le dialogue social, puisque tous ces dispositifs conduisent à parler du travail, à réfléchir sur de nouvelles modalités pour mieux réaliser les différentes activités des emplois. Voilà, on a besoin d'argumenter, de confronter des idées. Et tout ça, voilà, c'est riche, c'est très riche pour enrichir relations professionnelles et dialogue social. Là-dessus, bon, on pourra y revenir peut-être s'il y a des questions particulières, mais voilà, il faut bien distinguer en matière de classification l'objet de l'évaluation de la méthode d'évaluation, ce que personne ne fait, enfin pas beaucoup de gens. Sur l'objet de l'évaluation, c'est euh, qu'est-ce qu'on va évaluer. C'est pas comment on va évaluer, c'est qu'est-ce qu'on va évaluer. Donc, le plus souvent dans les classifications de branches, désormais, on est sur une logique d'emploi réel, deuxième item, deuxième tiret, l'emploi réel tel qu'il est tenu. On a donc à faire des descriptifs d'emploi qui sont conformes, proches du terrain. Une autre façon d'agir sont les emplois repères. Ça peut s'expliquer dans un certain nombre de branches. Je pourrais revenir là-dessus dans des cas très, très précis. Mais autrement, on a évidemment un effet pervers autour de comment dit-on? La, ah zut, j'oublie le terme que j'utilise tout le temps, l'assimilation. Voilà. On est obligé d'assimiler une situation de travail personnelle particulière à un emploi repère qui a été déterminé au niveau de la branche, ce qui ne satisfait pas évidemment un certain nombre de conditions d'acceptabilité, de symboles d'identité, dirait Saint-Saulieu, évidemment. Donc, mais ça peut s'expliquer et ça peut avoir un intérêt dans certains cas. Et puis, on a, je ne sais pas si la personne qui était prévue d'ArcelorMittal est présente, mais on a évidemment la version compétence qui fait penser à ArcelorMittal tout de suite. À l'époque, Usinor Sassilor, années 90, c'est ancien, mais il y a encore une pertinence tout à fait intéressante là-dessus. Découper les emplois en morceaux qui se réagrègent pour former des situations de travail qui sont elles-mêmes évaluées. Donc ça, c'est une disposition, une possibilité très intéressante, lourde, complexe à mettre en œuvre, mais qui existe encore, enfin qui existe dans un certain nombre d'établissements d'ArcelorMittal aujourd'hui, mais qui existe aussi dans d'autres branches professionnelles que j'ai accompagnées ou pas, et ça montre qu'il y a effectivement une logique intéressante de ce côté-là. S'agissant des méthodes d'évaluation, cette fois, bon, on connaît les accords parodies, les arrêtés parodies d'après-guerre qui conduisent à des listes d'emplois avec des coefficients multipliés par une valeur de points qui donne un salaire mini pour chacun des emplois. Mais ça correspond aux partenaires sociaux qui se mettent d'accord sur une liste et sur une hiérarchie d'emplois. On a, depuis les années 70, la métallurgie en particulier, imaginé que des critères classants pouvaient expliquer
les hiérarchies d'emploi qui sont acceptables. Ce sont les fameuses inégalités justes de François Dubay, qui est une notion particulièrement intéressante sur laquelle je pourrais revenir aussi si ça vous intéresse vous-même. Donc, les critères classants avec différentes modalités, mais le principe, c'est reconnaître sous des angles différents la valeur des emplois, la technicité, l'exigence relationnelle, l'autonomie, la responsabilité, etc., qui permettent, dans un tableau de type de celui qui est sur la diapo, de valoriser avec différents degrés le niveau d'exigence des emplois. Voilà, ça c'était sur la question de la classification. Deuxième partie de l'ouvrage, reconnaître le travail. On est sur l'appréciation individuelle. C'est un moyen évidemment de motivation. C'est un moyen d'encourager les équipes, de contribuer davantage au travail. Je vérifie l'heure, mais j'ai déjà débordé, c'est ça? On a, on a la possibilité naturellement de donner des augmentations individuelles. La question, c'est à partir du moment où on considère que les augmentations individuelles sont là aussi acceptables sociales et revendiquées même socialement, à l'exception de quelques entreprises de conviction ou de faible ou en effectif restreint qui peuvent se permettre de dire chez nous c'est un salaire unique pour tout le monde et c'est comme ça. Je pense au Théâtre du Soleil d'Ariane Mouchkine en particulier, dont la presse sociale fait écho régulièrement. En général, il y a de l'appréciation individuelle, il y a des augmentations individuelles. Toute la question, c'est de savoir comment est-ce que le dispositif permet d'éviter la subjectivité, la note de gueule, comme on dit dans les entreprises, ou la tête du client le plus possible. Bon, celui-là, il me plaît beaucoup, donc je partage aussi. J'ai des petites souris dans mon livre hein, qui font des commentaires sur ce que je raconte. Et voilà, on va éviter de se retrouver quand on est salarié avec un club de golf ou une raquette pour faire plaisir au patron. Alors voilà, on a des indicateurs qui méritent d'être utilisés pour formaliser, pour être assez précis dans ce que l'on va évaluer dans la manière de travailler des salariés. En master, j'utilise l'équivalent de cette diapo avec de mauvais indicateurs, entre guillemets, qui peuvent conduire à des discriminations de type prise en compte du temps partiel, disponibilité, la fameuse disponibilité qui peut être valorisée ici ou là, qui surtout peut conduire à des discriminations entre les femmes et les hommes, et c'est pas bien du tout. Bon, je ne les lis pas, mais enfin, vous voyez un peu. Et puis, il y a des indicateurs qui sont naturellement utilisables pour les encadrants en particulier, autour des notions voilà, qui sont là et qui permettent de valoriser le rôle de l'encadrant par son propre encadrant, n'est-ce pas? Et puis, on a, indépendamment ou en même temps que les différents indicateurs, la fixation d'objectifs, alors ce n'est pas nouveau, hein, la DPO dans les années 60, la direction par objectif dans les années 70, ce n'est pas nouveau, mais la question qui se pose, c'est, je fais court, je ne reviens pas sur tous les points, mais c'est peut-être le dernier qui est le plus intéressant, à l'époque où on dit, à une époque où on dit, bah, après tout, peut-être que les performances, l'individuel, méfions-nous, ça peut avoir des effets pervers, c'est juste. La compétition des salariés entre eux, par exemple. L'intérêt, c'est d'articuler individuel et collectif dans les objectifs. Et ça donne du sens, justement, ça évite que chacun joue sa propre PME dans son coin. Et si on a des objectifs collectifs au sens donné à tout le monde, d'une part, et aussi des objectifs collectifs dans le cadre des objectifs individuels. C'est-à-dire que mon objectif individuel cette année, c'est de mieux coopérer avec tel autre service de maintenance ou je ne sais quoi. C'est d'apporter des éléments, de diffuser les bonnes informations, etc., etc. Et ça prend évidemment beaucoup de sens. Et puis les conséquences salariales en matière d'appréciation individuelle, donc c'est toujours évidemment délicat. La question qui se pose très souvent et sur laquelle j'ai voulu mettre l'accent ici, c'est finalement qui bénéficie de ces augmentations individuelles. Et évidemment, on pense en premier lieu à ce qu'une ancienne patronne appelait les Formule 1 de l'équipe.
les meilleurs, avec des guillemets, parce qu'il faudrait déterminer voilà, ce à quoi ça correspond. Mais c'est vrai que voilà, on a un intérêt collectif pour l'entreprise à garder, à fidéliser les personnes qui sont les talents, si on veut utiliser un terme moderne, qui sont présents, et puis les reconnaître dans l'excellent travail qu'ils réalisent. Pas de souci là-dessus. Et il y a aussi, deuxième point, ceux qui voilà, ont fait des progrès par rapport à une période précédente. Et ça, c'est à valoriser également. Et puis, et on va bien comprendre le but de mon propos, encourager, entretenir, renforcer la motivation des acteurs qui assurent une contribution tranquille, qui n'est pas forcément extraordinaire, mais qui participe de la réussite ou de la réalisation du bien ou du service qu'on apporte aux clients. Et ça, voilà, il s'agit de pas laisser il s'agit de pas laisser, de laisser personne sur le bord du chemin et d'accepter le fait que sûrement ils auront des augmentations moins importantes ou moins fréquemment. Mais à un moment donné, il y a une forme de reconnaissance à imaginer, évidemment. Voilà, j'en ai terminé avec quelques minutes plus, mais Patrick, si tu veux voilà, prendre la parole et me dire ce que tu as pensé du livre ou ce que tu penses de ma présentation, je t'en remercie. Ben, je n'en pense que du bien, évidemment. Donc, enfin, ce que je voulais dire, c'est que quand même, je suis dans une position qui n'est pas anodine vis-à-vis de Philippe, parce que je connais ses travaux depuis quasiment qu'il les a entrepris, hein. Donc, même si enfin, nos chemins se sont croisés à un moment donné sans que on soit à proprement parler des compagnons de route, mais je connais bien son travail et j'essaie tout de même de garder à la fois mon amitié et ma distance par rapport à ses enthousiasmes. Alors, moi, je trouve d'abord un point de satisfaction dans le thème lui-même qui est traité et dans la manière dont il est incarné par l'intervenant. Enfin, un intervenant qui ne surfe pas sur les modes managériales et qui réussit quand même à faire une certaine audience, hein, c'est-à-dire bravo à tous les gens qui sont présents aujourd'hui parce que c'est pas c'est pas le dernier sujet à la mode, hein. On n'est pas sur donc on est vraiment sur un sujet de fond. Et ce qui me paraît intéressant, enfin aussi, c'est que Philippe n'est pas resté sur place, hein, par rapport à sa réflexion initiale. Il a approfondi ses réflexions dans dans ces différentes dimensions, je dirais, à la fois sociales et techniques. Et justement, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir la caractérisation à travers la classification, notamment, enfin, sujet classification, appréciation, enfin, j'y reviendrai, sont liés, mais sur la classification elle-même, on est dans quelque chose qui a une inscription socio-technique. D'ailleurs, Philippe n'a pas manqué, et je ne l'ai pas payé pour ça, et Nathalie non plus, à évoquer moult fois la notion de dispositif. On est bien sur un dispositif de gestion dont les caractéristiques sont à la fois sociales et techniques. Donc voilà quelque chose qui fait ma satisfaction. Alors moi, j'ai trois points d'attention, enfin, qui prolongent un peu ces premières réactions. Euh, je remarque qu'on traite là d'un sujet dont le caractère est central, il est absolument fondamental, hein. Je crois qu'effectivement, il n'est pas exagéré de parler de un peu de colonne vertébrale du système de GRH, et pourtant, finalement, c'est un sujet souvent négligé ou effleuré. Qui de nos collègues enseignants-chercheurs travaille aujourd'hui sur la notion de classification? Enfin, merci à Philippe d'avoir rejoint notre équipe pédagogique parce qu'ils ne sont pas si nombreux. Enfin, je dirais même ils sont rares. Alors, ça tient à deux choses, hein. Philippe a évoqué le fait que ce n'est pas un sujet US, hein, c'est pas un sujet nord-américain, encore que les Américains ont répondu à leur manière par la technique. C'est-à-dire que le sujet n'est pas un sujet social chez eux, socio-technique, c'est un sujet essentiellement technique, à travers notamment cette méthode canonique qui est la méthode Hay, hein, qui permet la cotation analytique
des emplois. Mais tout de même, c'est relégué finalement quand on feuillette un manuel de GRH américain, on évoque à peine la question de la classification. Hein, c'est pas vraiment pas un sujet central. Alors je crois que ça tient aussi au caractère technique justement de la classification. Hein, c'est pas. Alors, je trouve que c'est un peu dommage quand le sujet devient technique. Les professionnels et les académiques aussi, avec eux, ont tendance à s'éloigner du sujet. Hein, c'est, c'est, euh, Ça paraît plus facile de gloser sur le sens du travail. Tout un chacun peut en parler, même si il évoque le sujet pour la première fois. Enfin, j'ai rien contre ce thème. D'ailleurs, Philippe non plus, il en traite dans son ouvrage. Mais c'est pas la même chose que de rentrer dans l'intimité technique dans une analyse interne, comme Philippe sait le faire, d'un système de classification. Alors je crois que ça, c'est vraiment une forte raison. On constate, à mon avis, la même répugnance vis-à-vis de l'informatique de gestion spécifiquement dédiée RH ou sur d'autres sujets. Et puis, donc, on est au-delà des débats abstraits sur la quête de sens que, encore une fois, Philippe ne néglige pas. Il s'y intéresse, mais il s'y intéresse en l'abordant de manière éminemment concrète. Et ça, c'est un point d'attention pour moi important. Et alors, il y a quelque chose aussi qui fait réfléchir sur, c'est aussi un thème auquel je m'intéresse, moi, l'expertise. Donc finalement, c'est quoi l'expertise de Philippe? Alors je trouve que c'est assez remarquable. Et c'est quelle est l'expertise que retraduit cet ouvrage? C'est pas à travers notamment les relations d'expérience, de cas qui sont faites dans l'ouvrage. Eh bien, c'est une expertise qui est à la fois technique et sociale, les deux. Une expertise sur le contenu même de ce qu'est un système de classification et une expertise sur la conduite du processus de négociation qui va conduire, espérons-le, enfin on l'espère en général quand on accepte de s'asseoir à la table des négociations, à un accord. Donc je trouve que c'est intéressant aussi cette incarnation de l'expertise par Philippe et manifestée par l'ouvrage qui est à la fois sur le contenu et sur le processus même de création d'une classification. Alors, il n'en demeure pas moins des questions. Alors moi, je vais juste les évoquer rapidement parce que, d'ailleurs, j'ai vu en regardant dans le chat, il y a des choses qui vont rejoindre les observations que je vais faire rapidement. Là, je me pose la question de la pérennité, de la pertinence, de la distinction à laquelle, je dirais, Philippe est très, très arrimé, très soucieux de la préserver entre emploi et personne, avec les nouvelles formes d'organisation où finalement on est beaucoup dans l'auto-prescription. Le prescrit, justement, a tendance à porter plus sur les résultats que sur finalement le mode opératoire, les gestes lorsqu'il s'agit de travail manuel, ou le processus cognitif qui permet la réalisation du travail quand il s'agit de travail d'employé. Donc, je trouve que, alors c'est déjà un vieux débat entre Philippe et moi, ça remonte à pas mal d'années, mais je trouve que là, c'est vraiment réactivé par les nouvelles formes d'organisation. On a beaucoup de mal à voir c'est quoi l'emploi au sens du travail prescrit, pour reprendre ce terme des ergonomes, sachant que, bon, je sais bien que là, on voit l'emploi réel, mais l'emploi réel, c'est pas le travail réel. Enfin, là, je laisserai à des ergonomes, s'ils s'en trouvent dans la salle, le temps d'en discuter. Mais donc, il y a quand même là une espèce enfin, une interrogation. C'est tout. Moi, je ne tranche pas personnellement, mais je m'interroge. Et puis, le deuxième point, donc là, j'interroge sur le plan de la technique proprement dite, hein, parce on est bien là-dedans, et de l'observation qui peut être faite des réalités de travail. Et le deuxième point, qui est plus sur le versant social, c'est quand même, tout un chacun peut constater la crise de la représentation sociale, et parfois le découplage qui existe entre des choses qui se négocient et qui finissent par un accord, et puis la réalité même des pratiques qui suivent cet accord. Hein, donc, est-ce que la crise de la représentation sociale ne remet pas un peu en cause, ou en tout cas
ne représente pas un risque, une menace sur cette conceptualisation rigoureuse, mais enfin, à mon avis, qui devient fragile de cette distinction entre emploi et, euh, et personne et sur le processus qui doit conduire à des ajustements entre partenaires sociaux. Donc voilà mes observations, Philippe. Merci Patrick. Je ne sais pas, je vais peut-être Merci laisser, Patrick. voilà, on va peut-être laisser Oui, la parole à la... à la salle, exactement. Donc c'est ce qu'on vous avait un petit peu promis tout à l'heure. On propose d'ouvrir voilà le dialogue avec quelques questions avant d'accueillir notre troisième invité de ce webinaire. Alors, Peut-être. peut-être Oui, je prends la parole juste un tout petit pour synthétiser les questions. Donc, il y a des questions sur la dynamique et le risque d'obsolescence. C'est Sénia qui a posé cette question. Il y a des questions sur, alors Florent, chacun doit faire son poste et pour certains postes, on est bien obligé de s'aligner sur le prix du marché. Voilà, des questions sur l'équilibre entre l'appréciation individuelle et l'ancienneté. Et peut-être que Xavier Lecoq, qui lève la main, peut aussi poser sa question ou faire son commentaire. Et du Ouais, coup, je après, veux bien. Philippe, vous répondrez à l'ensemble. J'ai ouais, deux commentaires et une question après. Alors, je ne sais pas si c'est la personne d'ArcelorMittal que vous attendiez, mais en tout cas, elle travaille chez ArcelorMittal. On parlait enfin, je suis coordinateur syndical pour la CFE-CGC, donc je connais bien ces sujets-là. Alors, première remarque, on est avec un certain nombre de participants aujourd'hui, dont Nathalie, etc. On a aujourd'hui des réflexions sur c'est quoi le travail bien fait. Et vous avez parlé à un moment donné, entre guillemets, du travail mieux que bien fait. Déjà, le travail bien fait, c'est pas si simple, n'est-ce pas, Mélia? Donc, dans la métallurgie, vous devez savoir, je pense tous, qu'on a changé de classification en janvier 2024. Et c'était bien expliqué, c'est quoi une classification, à quoi ça sert. Moi, je constate, malgré tout le travail qui avait été fait avant, c'est que des personnes, des salariés, se sont sentis, comment dirais-je, dévalorisés parce qu'ils ont considéré que c'était eux, leur personne, qui avaient été classés, que le fait que c'était seulement les emplois, ça c'était vraiment passé à travers, ça a généré beaucoup, beaucoup de stress dans des tas d'entreprises. Voilà, ça c'était mes deux commentaires. Ma question, c'est les entreprises en France se préparent aujourd'hui à transposer la directive européenne sur la transparence des salaires. Je ne sais pas si vous avez un commentaire sur ça et surtout, ça génère des espoirs, oui, certainement, en disant que ça pourrait avoir un effet positif sur l'égalité salariale entre hommes et femmes. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Merci bien, en tout cas, c'était très intéressant. Bien sûr. Alors, là, pour le coup, je vais prendre la main pour répondre dans le Tout à sens fait. inverse. Et oui, c'est bien à vous que je faisais référence, en effet. Je vous ai repéré. Euh, Sur la directive européenne transparence des salaires, oui, bien sûr. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ça va avoir un impact sur justement l'amont, c'est-à-dire les dispositifs qui vont être renégociés au fil du temps. Alors, directement, non, mais évidemment, indirectement, et en particulier dans l'esprit de l'égalité femmes-hommes en matière salariale. C'est incroyable cette histoire, qu'on on n'arrive pas à faire mieux au fil du temps. Ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. Et on a toujours voilà, ces fameux écarts inexpliqués. Alors, ils ne sont pas tout à fait inexpliqués pour moi, hein, au passage, mais qu'importe. On doit s'atteler à la chose. C'est bien que l'Europe s'empare de ça. C'est bien qu'il y ait une directive. Voilà, on va avoir des effets, sans aucun doute, mais dans la durée. La nouvelle classification de la métallurgie, je ne sais pas si vous savez que j'ai accompagné les négociateurs pendant 6 années. Euh, Oui, et je pense que je vous ai vu dans un groupe de travail classification à l'UIMM il Très y a un bien. certain nombre, 2018, voilà, un truc comme ça. Très Ouais, bien. ouais. Donc, toutes sortes de séances de travail Ouais. pendant 6 ans. Voilà, un gros travail, beaucoup de répondants de la part de l'UIMM et des organisations syndicales. Donc, un travail très exigeant, passionnant aussi. Quand on revoit une grille de classification qui plus est dans la première branche française en nombre en effectifs, on est forcément 1 million, proche d'1,7 million, hein, quand même.
Mm. On est forcément dans une logique de rupture, justement, c'est bien le débat. Euh, Quand on fait évoluer une grille de classification, on la fait évoluer pas à pas. On la fait évoluer de manière progressive. On ne renverse pas la table. On ne sait pas faire ça en matière de classification parce que l'impact en termes de masse salariale dans les entreprises serait Oui. impossible à gérer, à traiter. Donc, on agit euh, en révisant les grilles de classification et en réexaminant la valeur des emplois. Qu'est-ce qui vaut quelque chose? La classification de 75 dans la métallurgie n'évoquait quasiment pas d'exigences relationnelles. Ah oui, on est dans les années 70, on est dans la métallurgie, des métiers d'hommes et, Oui. voilà, la féminisation ou les métiers à prédominance féminine qui sont peut-être particulièrement orientés sur les aspects relationnels, on s'en moque, ce n'est pas le sujet. Bon, aujourd'hui, en effet, 2 critères ou un critère et demi sur 6 mettent en valeur, mettent en avant l'exigence relationnelle. Ce qui fait dire, et c'est dommage, à l'organisation syndicale non signataire, voilà, on donne trop d'importance au corporate, au métier des sièges, parce qu'on donne de l'importance à la communication et au relationnel. Ce n'est pas tout à fait ça quand même. Bon, mais chacun son libre arbitre sur la question. L'objectif, enfin l'idée, c'est de se dire, bah oui, aujourd'hui, on n'envisage pas effectivement une grille de classification sans mesurer, sans évaluer, valoriser l'exigence relationnelle. Voilà. Et donc, ça amène à bien sûr, à des modifications dans la hiérarchie d'emploi et potentiellement aussi à des dévalorisations perçues personnellement. On n'y échappe pas. Une nouvelle classification va faire des heureux qui se disent, tiens, ben moi, ça fait des années que je dis que je ne suis pas là, au niveau où je devrais être. Tiens, ben, je suis dans la nouvelle classification à un niveau différent. Et d'autres qui, effectivement, peuvent se dire, bah, tiens, c'est curieux, voilà, mon emploi se situe Bon. à un niveau inférieur par rapport à ma perception ou par rapport à une sorte de correspondance, tout à fait, qui est jamais vraie, mais qui est perçue avec l'ancienne grille de classification. Sur le travail bien fait, oui, il y a toutes sortes de débats en effet, mais d'une certaine façon, j'utilisais la formule travail mieux que bien fait pour l'appréciation individuelle. Le travail bien fait, ça justifie son niveau, le niveau de son emploi dans la classification. Je dis ça souvent, hein, le travail mieux que bien fait, c'est l'appréciation individuelle, le travail bien fait, c'est la classification, et le travail moins que bien fait, pour pas dire mal fait, c'est hors jeu. Le sujet c'est pas le sujet de la rémunération ou de la reconnaissance. Il y a un problème de management, il y a un problème de formation, il y a un problème de positionnement de la personne, je ne sais quoi. Mais c'est un problème différent, nature différente. Merci. Sur la remarque de Senia sur rigidité et obsolescence, c'est une remarque effectivement intéressante. C'est une grille de classification, elle fait une photographie à l'instant T de situations de travail dans le cadre d'organisation. Alors on peut se dire, oui, puisque c'est une photo, elle va jaunir, comme à l'époque, des photos numériques. Des photos argentiques. Mais c'est l'intérêt, justement, de réviser les grilles de manière régulière et de se reposer les bonnes questions de la valeur qu'on a donnée aux emplois il y a 5 ans, il y a 10 ans, est-ce que c'est la même aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on doit orienter les choses différemment? Comment est-ce qu'on doit faire bouger les lignes sans faire la révolution? Parce que, encore une fois, ce ne serait pas acceptable par la partie patronale d'abord, et ensuite de manière économique, évidemment. Donc on ne renverse pas la table, on ne fait pas la révolution, on fait évoluer les choses, mais on les fait évoluer de manière intelligente en se posant les vraies bonnes questions sur, à ce jour, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on mérite de mettre en avant dans tel ou tel emploi et qu'est-ce que peut-être on mérite de mettre en avant qu'on ne mettait pas en avant 10 ans plus tôt. Ça, c'est tout à fait. Ce sont les débats qui ont eu lieu lors de la pandémie autour de métiers essentiels, invisibles, mal reconnus, mal rémunérés, etc. Le Ségur, les primes, etc. ont arrondi les angles, mais fondamentalement,
on n'a pas imaginé une seule seconde dans les grilles de classification modifier les critères de telle sorte que les fonctions de livreur ou dans la santé ou ça, se retrouvent très au-dessus dans les grilles de hiérarchie d'emploi. Ça, c'est impossible. On ne peut pas le faire, sauf à faire une révolution globale, mais c'est un autre débat. On ne peut pas le faire. On le fait pas à pas et de manière progressive. C'est pour éviter ce risque d'obsolescence, justement, pour éviter... alors, c'est particulièrement vrai dans les grilles de classification qui reposent sur des emplois repères, parce que les emplois repères, par définition, eux, dans les entreprises, ils évoluent, ils changent, ils sont différents. Et les emplois repères au niveau de la branche, bah, il faut les revoir régulièrement pour faire en sorte qu'effectivement, la grille soit relativement conforme, le plus conforme possible aux emplois qui sont dans les entreprises. Chacun doit faire son poste, dit Florent Noël. Et chacun fait son poste. Je reste 2 secondes là-dessus avant de poursuivre sa question sur le prix du marché qui importe. Chacun fait son poste, doit faire son poste. Ça nous amène justement à la question de les classifications qui reposent sur les emplois réellement tenus, les emplois effectivement tenus, dans toutes leurs composantes. Ce qui ne doit pas forcément conduire à un salarié, donc une fiche d'emploi, donc une évaluation, parce qu'il y a des emplois qui se dupliquent néanmoins, mais qui doit attirer notre attention sur le fait que l'emploi, les compétences mises en œuvre, les activités réalisées, le contenu de son travail, eh bien, il mérite en effet d'être envisagé globalement, d'être envisagé dans toutes ses composantes, sans laisser de côté des éléments qui ne seraient pas reconnus. Et cette plus grande finesse dans la reconnaissance du travail, c'est de plus en plus fréquent dans les grilles de classification, me semble-t-il. Ça conduit à, moi, au travers des entretiens que je fais avec les salariés ici ou là depuis longtemps, j'entends très fréquemment, moi, ce qu'on voudrait, c'est qu'on nous reconnaisse nos compétences. Voilà, ce que je voudrais, c'est qu'on reconnaisse mes compétences. Très bien, d'accord, comment on fait maintenant concrètement? Alors, il ne s'agit pas de rendre l'opération de classification individuelle, mais il s'agit de fonder un dispositif collectif qui prenne en compte de l'individualité. Voilà. Et le prix du marché, naturellement, bien sûr, c'est le tsunami dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire si on a pénurie d'emplois sur un segment particulier, le niveau de salaire mini dans la classification ne va avoir aucune importance au moment du recrutement, bien entendu. C'est les limites de la classification. Et même peut-être les salaires des collègues n'auront pas forcément beaucoup d'importance parce qu'il va falloir mettre 30-40% de plus de salaire pour recruter qui on veut, hein, dans un marché tendu, un marché du travail tendu. On parle souvent des informaticiens et ça dépend évidemment des périodes, mais on a d'autres métiers sur lesquels c'est tout à fait évident aussi. Et voilà, ce tsunami, bah, le spécialiste l'expert, si vous voulez bien, des systèmes, des dispositifs conduisant à la rémunération, il est tout à fait impuissant face à ça. On ne peut rien à la puissance, si j'ose dire, du marché qui voilà, est régulé par les entreprises de manière complètement différente et à coup de monnaie sonnante et trébuchante sur la table. Enfin, je n'ai pas noté son nom, mais il s'agit d'Antonio qui posait une question dans le chat. Les 75% que j'évoquais tout à l'heure qui c'est une moyenne, n'est-ce pas? 75%. Dans l'ensemble des branches professionnelles, en moyenne, la classification explique 75% des salaires réels. Ce n'est pas du tout un objectif à atteindre, ce n'est pas l'esprit du tout, en se disant finalement, sur les aspects augmentation individuelle, je ne peux pas aller au-delà de 25%. Non, c'est évidemment pas raisonnable, hein. Ce n'est pas le but, c'est simplement une moyenne constatée dans les branches. C'est la DGT qui fait ça, je crois, ou la DARES qui a fourni ces données. Pardon si j'ai été un peu long, il y a peut-être... alors, est-ce que...
Il y a d'autres réactions ou est-ce que Isabelle... Alors, Isabelle est bien connectée. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est lui laisser la parole pour finalement donner un exemple, prendre l'exemple de son organisation pour compléter un petit peu le propos, le propos. Et puis, on retournera à nouveau à une série de questions si vous le voulez bien. Alors, Isabelle, Donc, Peut-être bonjour à qu'on tous. peut enlever le partage d'écran pour mieux voir Isabelle. Je ne sais pas si... Voilà, merci. c'est Donc, bon, bonjour. Isabelle. D'accord. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle Chanfraud. Je suis la directrice des ressources humaines et de l'environnement de travail à la Société du Canal de Provence. Donc, nous sommes une société de 650 personnes à peu près dans le sud de la France, donc à côté d'Aix-en-Provence. Notre métier, ça consiste à construire des gros tuyaux pour amener l'eau des Alpes du Sud vers toute la Provence. C'est ce qui fait que, si vous réfléchissez bien, vous n'avez jamais entendu parler de sécheresse dans la région Marseille, Aix-en-Provence, enfin toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au niveau de nos effectifs, donc j'ai dit 650 personnes, donc trois grosses parties, environ 200 personnes qui sont un gros bureau d'études avec beaucoup d'ingénieurs, 200 personnes qui font de la maintenance et de l'exploitation de toutes nos infrastructures hydrauliques, et puis une centaine de personnes sur des postes, des métiers tertiaires type siège. Nos activités, donc j'ai dit, c'est principalement le canal de Provence. Donc nous avons une concession de la région. Ça représente à peu près en termes de chiffre d'affaires 80% de notre chiffre d'affaires. Et nous avons aussi une activité pour 20% qui s'appuie sur toutes nos compétences internes et notamment à l'international, puisque nous faisons beaucoup d'études dans différents pays, tout ce qui est lié à des problématiques autour de l'eau. Voilà, donc voilà pour la présentation de la société. Nous avons été créés en 1960 et depuis l'origine, on fonctionnait au niveau rémunération sur une grille de type fonction publique, avec des échelles, des échelons. Ce sont les individus qui étaient classés dans cette grille, donc il n'y avait pas de système d'emploi. Et donc, on avançait dans la grille tous les 3 ans. Voilà, on était censé changer d'échelon, pardon. C'est-à-dire l'échelle, c'est un peu la qualification, l'échelon, le niveau de rémunération dans cette échelle. Et donc, dans cette grille, on avançait tous les 3 ans de manière automatique, sauf si vraiment on avait très, très mal travaillé. C'est ce que disait notre accord d'entreprise de l'époque. Donc ça posait différents problèmes. Le premier problème, c'était la difficulté à faire reconnaître l'individuel, parce que donc cet avancement automatique faisait que tous les individus étaient censés gagner 3,5% à peu près de rémunération tous les 3 ans, qui s'ajoutait bien sûr à tout ce qui était collectif, augmentation générale et toute augmentation, toute amélioration du statut collectif. Donc, c'était quand même important. Donc, ce qu'on arrivait à faire, c'était faire avancer certains à 2 ans et demi. Mais alors, quand on avançait quelqu'un à 2 ans et demi, il se sentait complètement dénigré. Enfin, c'était le scandale. Alors que, comme je le rappelais à la personne, elle gagnait quand même 3,5% de rémunération individuelle. Mais donc, il y avait une perception vraiment de punition, quoi. Et puis, on arrivait aussi à faire avancer certaines personnes un peu plus vite que tous les 3 ans. Bon, ça, c'était un peu plus facile, évidemment. Mais donc, un gros problème pour faire reconnaître l'individuel. Le deuxième gros problème, c'était à partir d'un certain niveau, arriver à faire reconnaître les gens sans qu'ils deviennent managers. Parce que dans cette grille,
les 3 derniers niveaux, les 3 dernières échelles, c'était des échelles où on était censé manager. Donc, il arrivait, il n'était pas rare que pour récompenser, et elle donnait lieu à l'attribution d'une voiture de fonction. Donc, il n'était pas rare que pour récompenser un collaborateur méritant qui avait fait toute sa carrière dans les études, ben, tout d'un coup, vers 50 ans, on allait le mettre manager d'une entité de 50 personnes et on a eu quelques catastrophes comme ça. Voilà. Il y avait aussi, alors ça c'était, je pense pouvoir dire, surtout de ma part, une intention d'égalité femmes-hommes. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'était les individus qui étaient directement positionnés dans la grille. Et comment faisait-on pour positionner un individu? On regardait les individus, on faisait des nuages de points, comme on appelait ça. On disait, par là, tiens, il y a pas mal de femmes, on va classer une femme, on va la mettre parmi les femmes. Voilà. Plus ou moins consciemment, bien sûr, mais ça aboutissait quand même beaucoup à ça. Et donc, moi, je pensais bien que tant qu'on serait sur ce système-là, on n'avancerait jamais dans notre objectif d'égalité femmes-hommes, alors qui était un vrai objectif, hein, parce que on est une société technique, comme vous l'avez compris, avec des métiers techniques d'hommes qui étaient mis en avant et valorisés depuis 1960. Et donc, en gros, on avait les techniciens, c'était les hommes, les secrétaires, c'était des femmes. Voilà, avec parfois, d'ailleurs, de mon point de vue, hein, des gens qui faisaient à peu près le même travail, sauf que l'un s'appelait technicien machin et l'autre secrétaire machin. Voilà, et évidemment avec des différences de classification, enfin de classement dans cette grille du point de vue des échelles qui étaient très importantes. Donc, on avait une insatisfaction globale de beaucoup de gens et pourtant, vous l'avez peut-être compris, on mettait beaucoup d'argent sur la table, hein, parce que 3,5% d'avancement en individuel tous les 3 ans, ça fait quand même se développer beaucoup la masse salariale au fil des années. Et puis, il y avait un autre travers aussi dans cette grille, c'est que comme on savait que les gens avançaient de 3,5% en rémunération tous les 3 ans, quand on les recrutait, les jeunes, on évitait de les mettre en haut de la grille parce que sinon, ça allait crever le plafond. Donc, on avait quelque chose de très, comment dire, on mettait les gens, un classement par âge finalement. On évitait bien sûr de mettre des gens jeunes à des postes de responsabilité, même s'ils en avaient le potentiel, la capacité entière. Donc, on les mettait plutôt vers le bas et donc, voilà, toute cette masse augmentait. Et comme j'ai été amenée à le dire un jour en comité de direction, on a un président de la République qui vient d'être élu, je crois, à peine 40 ans. Et chez nous, pour être chef de service, il faut avoir 55 ans. Voilà. Donc, il y avait ce problème-là aussi. Excusez-moi. Donc, avec mon directeur général de l'époque, on avait la volonté de sortir de cette grille qui posait différents problèmes. On a eu, à un moment donné, je dirais, 2 conditions nécessaires qui se sont réunies. La première, c'est un bon dialogue social, parce qu'évidemment, on allait un petit peu tout balancer et donc il fallait qu'on puisse bien discuter avec nos partenaires sociaux. Donc, on a 4 organisations syndicales, CGT, CFDT, UNSA, CGC, et on a de manière générale un bon dialogue social au sein de l'entreprise et particulièrement à cette époque-là. La deuxième condition, c'est l'été 2019, si je me rappelle bien, où je suis partie en vacances avec différents ouvrages sur la rémunération, les systèmes de rémunération, etc. Dans ma valise, il y avait l'ouvrage de Philippe Denimal, la version précédente. Et quand j'ai lu cet ouvrage, ça m'a parlé.
Ça m'a parlé parce que je pense qu'il y a un petit peu tout ce qu'on a évoqué depuis le début de la réunion. C'est des choses auxquelles j'adhère complètement. Et donc, je me suis dit, voilà, j'ai laissé les autres ouvrages sur mon lieu de vacances et j'ai dit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Alors, qu'est-ce qui m'a séduite? Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, ça m'a parlé. Le fait qu'il y ait un peu ce que j'appelle le quoi et le comment, c'est-à-dire une base avec la classification, les emplois, et puis après la partie complémentaire qui est la qualité du travail, comment je travaille et qui apporte un complément de rémunération. Aussi, il y avait donc pour cette deuxième partie l'intervention de l'entretien annuel qui est importante, on en a parlé aussi tout à l'heure. Et chez nous, on avait déjà une pratique de l'entretien annuel bien rodée, avec déjà depuis plusieurs années un système d'entretien annuel qu'on avait fait de manière numérique, c'est-à-dire que voilà, il y a des entretiens intermédiaires tous les 3 mois, un entretien annuel, et on avait déjà cette pratique-là qui était bien rodée. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que nous ne sommes rattachés à aucune convention collective qui a pignon sur rue, donc nous faisons nous-mêmes notre propre convention collective. Ça, c'est important, c'est ce qui fait aussi que je pouvais m'autoriser à une grande liberté pour imaginer un nouveau système. La troisième chose, je crois aussi, qui m'a plu dans cet ouvrage, c'est que Philippe Denimal disait à plusieurs moments que fallait pas faire table rase du passé, que c'était nécessaire pour l'acceptabilité. Et moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça parce que je partais d'un système tellement prégnant, avec tellement des guides, comment dire, qu'il fallait suivre, etc. Enfin, des choses très, 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 très factuelles. Que passer, je me disais que si je raille tout de la carte et que je passe à quelque chose de complètement différent en faisant toute table rase du passé, j'allais avoir des difficultés. Donc, ça m'a permis, en effet, de garder certaines choses d'aujourd'hui, à savoir, déjà, nous avons un système de rémunération sous forme de points, donc des points qui, après, ont une certaine valeur. Donc, c'est-à-dire que à une personne est associée, à la rémunération d'une personne est associé un certain nombre de points. Donc, ça, je l'ai gardé. Donc, aujourd'hui, on a toujours ce système de points. Et la deuxième chose que j'ai gardée, donc l'entretien annuel, mais ça c'était le bon côté des choses puisque c'est un des socles du système. Et puis aussi l'autre chose que j'ai gardée, c'est une part de rémunération liée à l'expérience. Puisque, je l'expliquais tout à l'heure, l'âge en fait, le fait qu'avec le temps, tous les 3 ans, on augmente en échelon et au bout d'un moment en échelle, parce que quand on est arrivé au bout de la ligne de l'échelle, bon, on se posait la question de l'après, évidemment. Et donc, j'ai gardé, ça me permettait de garder un impact assez fort du temps qui passe finalement, c'est-à-dire le fait que la rémunération augmente avec l'âge. Donc, j'ai échangé avec ma direction, mon comité de direction, et on est tombé d'accord. J'ai présenté succinctement l'objectif, c'est-à-dire vers le système vers lequel on pourrait tendre. Et puis, donc, on est tombé d'accord. Et là, on est parti dans 2 bonnes années de négociations, entrecoupées par une crise Covid. Et donc, au bout de 2 ans et demi, en effet, on a signé un accord d'entreprise. Donc, on a aujourd'hui des emplois, une centaine d'emplois à peu près. Donc, c'est un système très vivant. C'est le management qui écrit les emplois, c'est-à-dire que s'il a un collaborateur, le poste d'un collaborateur à classer dans un emploi,
S'ils considèrent que les fiches emploi existantes ne conviennent pas, eh ben, on l'invite à en créer une. Donc, tout ça se fait bien sûr en concertation avec la DRH. Quand une fiche emploi est rédigée, elle est évaluée par une commission paritaire interne, donc qui comprend des gens de la DRH, des managers et des représentants du personnel. Nous avons mis en place nous-mêmes une grille de critères classants, donc avec 3 critères, la technique, le relationnel et l'autonomie. Alors, le relationnel, ça me tenait beaucoup à cœur, on en a parlé tout à l'heure, pour valoriser des compétences souvent féminines. Alors, justement, comme on dit, mais non, en fait, le relationnel n'est pas une compétence puisque les femmes ont ça en elles. Donc, c'est juste un trait de personnalité, c'est pas une compétence. Donc, jusque-là, c'était considéré comme ça, et le fait de le mettre à part entière, vous voyez, un critère sur 3 dans la grille, ça a aidé bien sûr à remettre un peu les choses en place. L'entretien annuel, nous l'avons renforcé, donc avec tout un système où donc on parcourt la fiche emploi pour voir si elle est toujours bien, elle correspond toujours bien au poste de la personne. Et puis, on a mis en place pour la partie individuelle ce qu'on a appelé des critères de qualité du travail. Donc, on a déterminé aussi avec les représentants du personnel. On avait fait un grand groupe de travail qui avait travaillé sur tout ça. Donc, on a des critères de qualité du travail sur lesquels tout le monde est évalué de la même manière pour tendre vers une évaluation individuelle la plus factuelle possible, même si c'est impossible, mais les critères sont les mêmes, sachant qu'ils sont quand même un peu différents en fonction de la qualification, c'est-à-dire si je suis un cadre supérieur, un cadre, un technicien agent de maîtrise ou un ouvrier, nous avons adapté les critères. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous? Donc aujourd'hui, déjà quelque chose, je pense, d'important, c'est que personne fondamentalement ne remet en cause le système qu'on a mis en place. Voilà, j'ai bien eu un tract il y a 6 mois disant qu'on avait un système injuste, mais bon, sans aucune justification, etc. Et puis, les représentants du personnel y participent beaucoup. Donc, il y a une certaine… Quand la commission d'évaluation dit le poste, c'est du TAM 3, je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit « mais non, c'est du TAM 2 ou c'est du TAM 4 ». Enfin, ça n'existe pas, mais voilà. Quelqu'un ne m'a jamais dit non plus pourquoi on a créé cette fiche emploi, pourquoi cet emploi existait déjà. Enfin voilà, il y a quand même une grande adhésion au système, et ça, je pense que c'est parce que on l'a vraiment construit avec le management et les représentants du personnel. On a mis du temps, mais ça, je pense que c'est un socle important. Donc, dans les années à venir, je pense que j'aimerais, et peut-être aussi les représentants du personnel, le problème qui reste, c'est que le système qu'on a mis en place, je l'ai un peu expliqué, ça a été un pont pour passer d'un système très rigide où on était avec cette grille, donc on est sorti de la grille, mais il a fallu, et ça c'est pas dans le livre de Philippe Denimal, il a fallu que je torde un petit peu sa doctrine pour mettre en place ce qu'on a appelé des points d'expérience, pour mettre en place un système d'incrémentation de la rémunération en fonction de l'âge. Parce que sinon, passer d'un système avec la grille que j'avais à un système purement individuel, juste avec le socle des emplois et individuel, et en faisant fi de toute influence du temps qui passe et de l'augmentation de la rémunération, déjà, j'aurais eu beaucoup de mal à passer d'un système à un autre directement. Et 2, en termes d'acceptabilité aussi, ça aurait été très difficile. Donc, on a gardé ça. Et le problème que ça pose, c'est quoi? Le problème que ça pose, c'est que les gens ne se sentent absolument pas reconnus par tout ce qui est collectif. Et donc, cette incrémentation de points dans le temps, donc les gens gagnent 2 points
tous les 3 ans, voilà, qui s'ajoutent à leur rémunération. Ils ne se sentent pas du tout reconnus avec ça, parce que ça, c'est normal. C'est du normal, c'est de l'accord, voilà. Or, tous ces points qui sont donnés collectivement, évidemment, eh ben on pioche dans l'enveloppe de masse salariale que l'entreprise est prête à mettre sur la table chaque année. Donc, dit autrement, ça enlève des possibilités de reconnaissance individuelle. Or, les gens ne se sentent, même les représentants du personnel, vous direz comme moi, hein, ne se sentent reconnus que par cette reconnaissance individuelle où c'est le management qui dit bah, tu as bien travaillé, je te donne ça, je te donne tant. Donc ça, c'est un vrai problème. On a plein, surtout qu'il a été négocié que dans les échelons les plus bas, cette part automatique de points d'expérience, elle est relativement importante. Et donc, ça génère de l'insatisfaction. Donc, moi, ce que j'aimerais sans doute dans le futur, c'est refaire un pas et passer dans un système où ces points d'expérience auraient moins de poids. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Et donc, si vous avez des questions, je suis là. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, effectivement, il nous reste un gros quart d'heure pour toutes les questions que vous auriez à poser à nos intervenants. Je laisse la parole peut-être à Nathalie Ossegna. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes dans le chat. Oui, il y a une question qui a été posée par Olivier, alors qui nous dit: est-ce que la révision du système de classification et l'intégration du relationnel comme critère classant a diminué l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes? C'est à moi qu'on pose la Oui, question? tout à fait. Ah oui, 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 oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que on est sur des choses beaucoup plus objectives. Bon, il faut dire aussi, on partait de très, très loin. Moi, ça fait 16 ans que je suis dans cette société maintenant. Je me rappellerai toute ma vie de ma première réunion de comité management, donc avec le top 30 de l'entreprise. On était 2 femmes. Donc, on part de très loin. Et comme j'expliquais tout à l'heure, les femmes, c'était des secrétaires, quoi. Donc, le fait d'avoir des critères, d'écrire des emplois, etc., ça a beaucoup objectivé les choses. Dans le même temps, la DRH, bien sûr, c'est l'égalité homme-femme, il faut aller sur tous les fronts, hein, parce qu'il y a les stéréotypes en interne. Voilà. Il y a ce qu'on valorise sans avoir conscience de ce qu'on valorise. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, le plus dur. Il y a recruter des femmes aussi au poste technique. Voilà, il y a quand il y a un poste à pourvoir en interne et qu'on donne 3 noms d'hommes, évidemment avec une évolution soufflée des noms de femmes. Ah oui, tiens, j'y aurais pas pensé. Voilà. Donc, c'est vraiment un combat, le mot n'est pas trop fort, un combat, oui, sur tous les fronts. Mais aujourd'hui, en se battant sur tout ça, oui, on a une vraie réussite dans ce matière-là. Alors, évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais oui, on a progressé grâce à ça, c'est sûr. Merci. Oui, moi j'avais peut-être une question un peu dans le sens. Merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage, je trouve qui rejoint, qui fait écho à la présentation et à des points de problématique qui ont été soulevés par Philippe et puis après dans le commentaire par Patrick, à la fois sur la question du lien avec la reconnaissance, la question de la dynamique aussi, puisque finalement le système que vous présentez par rapport à la question du risque que ce soit trop figé. Il me semble qu'il y a vous avez réussi à intégrer une certaine dynamique dans je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à cette question du risque que la classification soit un peu figée. Et j'avais une question un peu d'ensemble, moi, sur finalement, est-ce que quelles sont les principales difficultés que sur ces 2 ans là que vous avez rencontrées et
qui ont pu être bloquantes ou comment vous les avez surmontées et lesquelles vous mettez en avant? Alors, par rapport à la dynamique, donc on est une PME de 650 personnes qui n'est pas rattachée à une convention collective. C'est à la fois, il y a, comme dans toute chose, des avantages et des inconvénients. Bon, l'inconvénient, c'est que ça nous donne beaucoup de travail à la DRH pour construire en permanence le statut des collaborateurs. L'avantage, c'est la souplesse. C'est sûr que on fait ce qu'on veut, en fait. Donc, alors pas tout à fait. Heureusement, on a les représentants du personnel qui surveillent et puis on essaie de bien faire notre travail à la DRH. Mais c'est vrai qu'il y a une dynamique parce que c'est facile de faire évoluer les choses, de les ajuster, de faire des revues, voilà, on réunit nos représentants du personnel, on discute avec eux et voilà. Ça c'est, oui, je me reconnais dans le mot dynamique. En ce qui concerne la deuxième question sur la principale difficulté, eh bien, c'était pour nos représentants du personnel de signer le grand saut, c'est-à-dire que de passer d'un système où tout était connu d'avance. Je ne vais pas dire qu'un jeune recruté allait connaître sa rémunération en partant à la retraite, mais bon, il y avait quand même dans cette grille qu'on avait tout un carcan qui faisait, alors c'était à la fois un carcan aussi et à la fois une énorme sécurité. C'était une énorme sécurité. Et donc, évidemment, la difficulté qu'on avait, c'était offrir assez de garanties conceptuelles, mais aussi de garanties, c'est-à-dire de confiance. Il fallait que les représentants du personnel aient confiance en nous pour signer cet accord d'entreprise qui faisait que on allait quitter cette grande sécurité que représentait quand même cet avancement dans cette grille. Voilà. Pour moi, c'était ça en fait, parce que sinon, les faire adhérer au système de classification, à nos critères, l'histoire de l'individuel via la reconnaissance de l'individuel, bon, tout ça, c'était assez facile finalement. Merci. Je vois qu'il y a des questions d'Emmanuel dans le... Oui, je sais pas, je les Oui, relais vas-y. directement. Merci. J'avais deux questions. La première pour vous, Isabelle, de curiosité. Tout à l'heure, vous disiez, en prenant l'exemple d'Emmanuel Macron, qui à 40 ans était président, et que donc il y avait aussi un besoin finalement, d'une certaine manière, de repenser les carrières en interne. Est-ce qu'en parallèle du chantier rémunération, vous avez aussi mis sur la table un chantier gestion des carrières? Et si oui, quelle forme il a pris? Alors, en fait, on a mené, oui, beaucoup de choses en parallèle. Donc, sur la gestion des carrières, on n'a pas fait de choses, je dirais, violentes, mais c'est beaucoup à la direction des ressources humaines, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de proposer des personnes plus jeunes, plus femmes, quelquefois un peu moins blanches, pour prendre des postes à responsabilité. Voilà, on a une politique diversité, en tout cas, qui est vraiment importante à la société, où là aussi on a fait des grands pas. On a instauré depuis maintenant 5-6 ans, peut-être même plus, une semaine de la diversité à la société. Donc là, on a tout un tas d'accords sur ces thématiques-là. Et donc, on met là-dedans, en fait, les jeunes, les vieux, on a un accord senior, etc. Et donc, oui, on n'a pas d'accord de gestion de carrière en tant que tel. Mais bien sûr que le système de classification aide à voir les choses, aide à voir vers quel emploi je peux aller. Voilà, on est qu'une PME aussi, on a les outils qui sont adaptés à nous. Je dirais pas qu'on manque d'outils, mais c'est adapté à nous. Et
Ce système, ça a été dit tout à l'heure, mais on s'en sert pour les recrutements, par exemple. Pour les recrutements, on a nos fiches emploi. On s'en sert pour les avancements, pour la rémunération, pour la formation. Donc, notamment nos ouvriers, enfin tous les gens qui sont sur le terrain, qui actionnent nos ouvrages, ça fait des années maintenant qu'on est dans un grand processus de changement d'organisation du travail. Et donc, on a un système de formation interne assez puissant à ce niveau-là, et bien sûr qui s'appuie sur nos fiches emploi. Voilà. Avec, donc oui, nos fiches emploi, elles sont le socle de beaucoup de choses qui a changé dans l'entreprise. Et donc, mais de façon assez pragmatique, pour revenir plus précisément à votre question, en fait, à la DRH, lorsqu'il y a des postes à pourvoir, donc on a un système, dès qu'un poste est à pourvoir à la société, on a une newsletter RH qui paraît tous les vendredis, où on met notamment tous les postes à pourvoir en interne du moment. Et donc, il y a une primauté à l'interne. Ce n'est que si on ne trouve pas en interne qu'on cherche en externe, ce qui permet avant toute chose de faire progresser les gens en interne. Et donc là, on a un rôle important avec mes collaborateurs de proposer des profils différents. Voilà. Merci. J'avais une autre question, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Peut-être qu'on peut passer un temps de questions plus général, effectivement, Ouais. ou que C'est Philippe une question. veut peut-être réagir aussi à Ouais, très bien. l'intervention d'Isabelle. Ma seconde question, effectivement, était plus générale, pouvait s'adresser finalement à tous nos intervenants. C'est que finalement, il y a un sujet, je trouve, qui est important derrière tout ce que vous avez évoqué, qui est aussi la connaissance, la sensibilisation, la formation des managers au sujet de la rémunération. Et du coup, je me demandais s'il n'y avait pas un sujet autour d'une forme de méconnaissance ou de manque de formation des managers au sujet des rémunérations et de leurs pratiques dans les organisations. Je vais répondre là-dessus, si vous voulez bien, parce que c'est un sujet, merci de l'aborder, qui me tient à cœur, évidemment. On a le sentiment qu'on n'avance pas avec les managers en France, qu'on continue de les nommer parce qu'il faut grimper dans la hiérarchie et qu'il n'y a pas d'autres moyens. Et qu'il n'y a pas de... Voilà, on n'a pas, on n'arrive pas. Alors, sur la classification, c'est pas si grave, parce qu'ils ne sont pas directement concernés, ils sont concernés par la réalisation des fiches descriptives d'emploi. Très bien. Mais la compréhension globale de la rémunération et surtout les aspects liés à l'appréciation individuelle, c'est une méconnaissance extraordinaire. C'est une difficulté parce que là, pour le coup, ils sont en première ligne. J'ai des tonnes d'exemples de managers qui font des entretiens annuels comme il ne faut pas les faire, qui interdisent de parler de rémunération au cours de l'entretien, et puis alors le meilleur exemple, c'est une anecdote savoureuse, mais qui est triste à la fois, qui est un DRH d'hôpital, oui, ni fonction publique ni privée, bref, passons, et qui a dit en réunion avec des collègues autour de la table, heureusement pas d'organisation syndicale, il se serait sans doute fait lyncher, euh, avec en prime, parce que je vais citer la remarque sexiste, oh bah moi, avec mes aides soignantes, c'est trop compliqué de fixer des objectifs, donc je leur donne 0,5% d'augmentation tous les ans et tout le monde est content. Et tout le monde est, au contraire, pas content. Je dis, c'est un double mépris. C'est le fait de se dire, euh, sous prétexte qu'un emploi est moins qualifié ou peu qualifié, il faudrait réfléchir à la question avec les aides-soignants et aides-soignantes. Euh, c'est trop compliqué ou c'est pas possible de fixer des objectifs. Bien sûr que si. Bien sûr que si, je ne vois pas ce qui fait obstacle.
Et le deuxième mépris, c'est le 0,5% tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, on va dire à ces personnes-là, titulaires de ces emplois, que vous avez un métier de pas grand-chose et que vous ne méritez que 6 ou 7 euros d'augmentation tous les ans, en net mensuel. Et c'est un mépris terrible. Voilà, alors par chance, j'ai pas eu trop besoin de lui faire ces remarques-là parce que ses collègues lui sont tombés dessus. Mais quand on entend ça dans la bouche d'un DRH, on se doute de tout ce qui peut naître et être dans les têtes des managers, c'est-à-dire pire potentiellement. Voilà, on n'a pas le temps d'autres anecdotes, mais moi je déplore ça sans trouver de réponse parce que des formations management, j'ai pu en faire aussi. Ben, voilà, on tente d'améliorer les choses, mais on n'y parvient pas comme il faut. Il y a un vrai travail sans doute là-dessus à mener, une vraie sensibilisation, une vraie compréhension de l'ensemble des dispositifs de rémunération. Euh, je suis impuissant, je constate. Voilà. Merci. Alors, je sais pas, on a encore le temps peut-être pour une question, si quelqu'un veut se lancer. Ou s'il y en avait dans le chat, j'ai pas vu. Non, il n'y a plus de questions dans le chat. D'accord. Peut-être qu'on peut proposer, je ne sais pas Philippe, si par rapport à l'exposé d'Isabelle, si vous avez quelques éléments que vous avez envie d'ajouter en complément pour conclure, il nous reste Oui, 2 et minutes. juste en 30 secondes, mais juste pour dire que d'abord, je vous remercie Isabelle. Il se trouve qu'en effet, vous avez lu mon livre version 2016, mais on n'a pas travaillé ensemble. Donc c'est ce qui m'a intéressé aussi dans votre témoignage, c'est que voilà, vous avez utilisé des éléments disponibles. Vous avez fait l'impasse sur d'autres, ou en tout cas, vous avez, euh, comme vous dites, pas forcément respecté la doctrine de Niemal. Je ne sais pas s'il y a une doctrine de Niemal, mais il y a des convictions, ça c'est sûr. Mais c'est dans l'esprit de l'acceptabilité sociale, vous le dites très bien. Donc, on est bien là-dessus. À un moment donné, la technique, c'est bien, mais il y a aussi le social. Patrick le rappelait après moi. Et ce social-là, ben, il est très important. Donc, voilà, vous faites évoluer de manière significative un système. Il y a des contreparties ou il y a des éléments dans ce dispositif qui méritent quand même d'être voilà, des points d'expérience avec le temps qui passe, etc. Et puis vous allez pouvoir peut-être travailler ces questions-là par la suite, mais voilà, vous avez euh, fait un mixte judicieux entre ce que vous avez pu récupérer comme élément dans mon livre et puis la réalité du terrain avec cette nécessité de l'acceptabilité sociale. C'est essentiel hein, en matière de rémunération et de classification en particulier. Cette acceptabilité du corps social est tout à fait essentielle. On ne fonctionne que par ça. Hein. Il n'y a rien de scientifique ou il n'y a rien d'universel dans les hiérarchies d'emploi. Il n'y a que du social, que du culturel ou du social. Merci beaucoup. Je crois que c'était un excellent mot de la fin que vous nous donnez là, Philippe. Il me reste à remercier donc tous nos intervenants, tous nos invités pour ce webinaire passionnant. J'ai vu un message dans le chat, donc je vous confirme qu'effectivement l'enregistrement, mais aussi les slides de Philippe Denimal seront disponibles, donc vous pourrez y accéder et revisionner à la fois les slides et les vidéos. Et juste avant de vous quitter, vous donnez rendez-vous également pour le prochain webinaire qui aura lieu le 20 mai. Voilà, écoutez, un très grand merci à vous toutes et tous et au plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.